BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau club BFM Crypto, session questions-réponses aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr, de la plus simple, la plus pratique à la plus technique. Vous allez voir, il y a beaucoup de questions très différentes et on y répond aujourd'hui avec Morgane Henneland, cofondatrice de Crypto 360. Ravie de vous avoir, Morgane, vous êtes à distance, on va vous retrouver dans un instant, et avec Thibaut de Sachi, responsable de la gestion privée chez Coinhouse. Bonjour Thibaut. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir sur le plateau. Vous nous écrivez tous les jours, on récolte ces questions. crypto@bfmbusiness.fr. Allez, c'est parti, on vous répond tout de suite. Morgane, première question de Michel. Pouvez-vous indiquer quelle plateforme crypto vous conseilleriez à un néophyte ? Oui, bonjour Sandra, bonjour à tous. Alors, les plateformes que moi je recommande, je cite souvent les mêmes finalement, et ça va dépendre un petit peu du niveau de la personne que j'ai en face de moi. Si j'ai un débutant, la plateforme que je recommande souvent, ça va être Coinbase, parce qu'elle est hyper user-friendly, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez simple d'utilisation, surtout si c'est la première fois que vous allez acheter des cryptos actifs. En quelques clics, vous avez une version française. Coinbase, c'est vrai que c'est quand même assez simple. Vous avez d'autres plateformes mondiales, comme par exemple Binance. Si vous voulez des plateformes plutôt françaises, vous avez Meria, et vous avez Coinhouse, qui est représenté par Thibaut aujourd'hui sur le plateau. Donc effectivement, il y a énormément de choix, mais ce seraient les plateformes que je recommanderais. Faites aussi un comparatif. Alors vous allez comparer les frais d'achat, puisqu'à chaque fois qu'on achète une crypto, on va payer des frais. Ça, les gens qui n'ont jamais acheté une crypto ne sont pas au courant, mais ça peut être intéressant de comparer un petit peu ça. Et puis comparer aussi la disponibilité. Tout va dépendre de quelle crypto vous avez envie d'acheter. Si c'est Bitcoin, le gros avantage, c'est que Bitcoin se retrouve absolument sur toutes les plateformes. Mais si c'est une autre crypto qui est un petit peu plus jeune, eh bien, vérifiez bien sa disponibilité sur la plateforme que vous allez utiliser. Aussi, vous pouvez faire attention, est-ce que cette plateforme est sur la liste noire, par exemple, de l'AMF? Est-ce qu'elle est bien en règle avec spam, par exemple, pour la France? C'est très important, donc vérifiez quand même que la plateforme, eh bien, elle est bien référencée, qu'il n'y a pas eu d'arnaque, qu'il n'y a pas eu de hack récemment. Donc souvent, ce sont des plateformes qui existent depuis un certain temps, qui ont la confiance du public, qui peuvent être des très très bonnes portes d'entrée pour les premiers achats en crypto. Mais moi, ce que je ferais, c'est vraiment vérifier les frais, vérifier aussi les cryptos, la crypto que je veux acheter, est-ce qu'elle est disponible sur ces plateformes? Et puis, vous pouvez aussi faire en sorte de sécuriser évidemment votre compte. Donc, quand vous allez ouvrir pour la première fois une plateforme, ce que vous devez faire, c'est par exemple mettre un 2FA. Donc, c'est un code qui va être généré toutes les 20 secondes, qui va venir en fait renforcer la sécurité de votre plateforme. Donc, moi, je recommande le Google Authentificator. Et vous pouvez aussi, et ça c'est ma petite astuce, j'en ai déjà parlé dans cette émission, c'est créer un mail dédié aux cryptos. Et ça vous permet de ne pas cliquer sur n'importe quel lien quand c'est un mail classique sur lequel vous recevez vos factures ou autres. C'est toujours bien d'avoir un mail dédié. On m'a déjà demandé quel mail est-ce que je recommande. Eh bien, ça pourrait par exemple être Proton. Merci pour ces tips très précis pour ceux qui veulent commencer dans la crypto, Morgane. Benjamin vous demande, Thibaut, est-ce que les cycles de 4 ans avec le halving sont bouleversés avec l'arrivée des ETF, des États qui commencent à acheter du Bitcoin, Thibaut? Oui, alors très très bonne question, et c'est aujourd'hui la question qui revient le plus au niveau de nos investisseurs en ce moment, parce que cette fameuse cyclicité de 4 ans, elle arrive en ce moment même un petit peu à son terme. Donc le bull run a commencé plutôt en 2022-2023. 2025, c'est censé être l'année de cette fin de cycle et donc de cette fin de phase haussière qu'on a depuis 3 ans maintenant. Donc ce qui veut dire fin de phase haussière peut dire aussi début de phase baissière, et c'est un petit peu le sujet qui inquiète les investisseurs qui rentrent en ce moment, parce qu'on se dit phase baissière égale baisse des prix et peut égaler donc des moins-values latentes sur une période de temps plus ou moins longue. Donc est-ce que les cycles vont continuer? La conviction aujourd'hui qu'on porte chez Coinhouse, c'est que non. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché crypto qui est drastiquement différent que celui qu'on a connu dans le passé, notamment depuis 2020-2021, avec l'arrivée donc des institutionnels qui sont donc ces professionnels de la finance, et notamment depuis 2024 avec l'arrivée donc des ETF qui sont donc des flux nouveaux quotidiens et qui ont un impact assez important sur donc la fluctuation et le cours du Bitcoin.
Dans le passé, on avait donc un Bitcoin qui était quand même beaucoup plus petit en termes de capitalisation dans sa globalité, et donc qui était un marché un petit peu niche, qui fluctuait un petit peu à son rythme, donc notamment de 2015 à 2020, qui était de son côté un marché plus petit avec des investisseurs qui étaient aussi moins professionnels, et donc on avait un impact au niveau de sa technologie sous-jacente, donc notamment le halving, qui était plus fort. Pour vous donner un ordre de comparaison, le halving, au départ, c'était 50 bitcoins, donc divisé par 2, qui donnait 25. Là, aujourd'hui, c'est 6 bitcoins divisé par 2 qui donne 3 au niveau de l'émission. Donc, on a aujourd'hui une émission qui arrive proche de sa fin. On a 20 millions de bitcoins sur les 21 millions qui sont déjà émis aujourd'hui en circulation. Donc, ça veut dire que globalement, cet impact qui était important dans le passé va commencer à se réduire drastiquement là dans les prochaines années. Donc, ça, couplé effectivement avec l'arrivée des professionnels et de cette fameuse nouvelle corrélation qu'on a par rapport au marché financier traditionnel, fait que la cyclicité, à mon avis, disparaîtra petit à petit avec le temps, et notamment aussi parce qu'on va avoir donc une market cap, donc une capitalisation de marché qui va grossir, et donc on va aussi avoir des fluctuations qui vont tendre à se réduire avec le temps. Donc Bitcoin reste encore petit par rapport à des grandes sociétés ou en tout cas des grands indices boursiers, donc on a encore de la marge bien évidemment en termes de performance à aller chercher. Par contre oui, il y a fort à parier que les cycles commencent à se réduire. Maintenant, qui dit fin des cycles crypto ne dit pas plus de bull run ou plus de bear market. Bien évidemment, il faut apporter un petit peu de nuance. Ça veut simplement dire qu'on aura des phases de bull run, des phases de bear market, mais qui seront beaucoup moins corrélées à cette fameuse rotation de tous les 4 ans qu'on a pu avoir dans le passé. Peut-être beaucoup moins impressionnante. Exactement. C'est ce que vous dites. Julien vous demande, Morgane, j'aurais une question pour vos intervenants sur la transmission d'informations aux autorités fiscales. Si je suis français, vivant en Allemagne et utilisant une plateforme suisse qui sera soumise au DAC8, à quelles autorités fiscales seront envoyées mes données d'identité et de portefeuille crypto ? Tout à fait. Alors la DAC8, c'est une directive européenne. Ce que ça veut dire, ça veut dire que les pays vont devoir intégrer cette loi européenne finalement dans leur loi nationale. Alors ça va impacter qui? Ça va impacter toutes les plateformes crypto à partir du moment où elles ont des utilisateurs qui sont eux issus de l'Union européenne. Donc que la plateforme soit dans l'Union européenne ou non, elle sera soumise au DAC à partir du moment où elle a des utilisateurs de l'Union européenne. Ici, c'est le cas du coup de notre auditeur puisque la plateforme suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais elle a bien des utilisateurs qui sont, eux, issus de l'Union européenne. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer à partir du 1er janvier 2026? Donc, c'est vrai que c'est très bientôt. Eh bien, elle va rentrer en vigueur, le DAC8, cette directive européenne. Et donc, les plateformes qui ont des utilisateurs de l'Union européenne vont devoir transmettre toutes les informations sur leurs utilisateurs de l'Union européenne à un pays de l'Union européenne qui va devenir un pays de référence. Donc par exemple, ici, la plateforme suisse qui est utilisée par notre auditeur, eh bien, elle va regarder où est-ce qu'elle a le plus d'utilisateurs de l'Union européenne. Elle va choisir ce pays, elle va transmettre toutes les informations sur ses utilisateurs à cette plateforme et c'est ensuite à ce pays membre plutôt, et c'est ce pays membre-là qui va ensuite faire la transmission par rapport au pays de résidence. En fait, ici, il faut faire la distinction entre la nationalité, donc le fait que notre auditeur soit français, et le pays de taxation, donc le pays de résidence, qui va être ici l'Allemagne. Donc, dans le cas précis de notre auditeur, toutes les informations qui en fait le concernent, donc ça va être des informations sur son identité, son nom, son prénom, aussi peut-être sa date de naissance, donc vraiment tout ce qui fait la personne de notre auditeur, mais aussi toutes ses activités forcément sur la plateforme. Donc ça va être tous ses retraits, tous ses dépôts, les volumes, les transactions, les portefeuilles. Donc en fait, toute activité que l'on fait actuellement sur une plateforme crypto, eh bien, elles vont être transmises à l'autorité fiscale du pays de résidence de l'utilisateur de l'Union européenne. Et donc ça rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Et la question qui va se poser en fait pour la plupart des plateformes, c'est est-ce qu'on va être compliant ou pas avec le DAC8? Parce que le 1er janvier 2026, c'est très bientôt. Et par exemple, quand on pense aux plus grandes plateformes, donc Binance, Kraken ou autres, elles se posent évidemment toute la question puisqu'elles ont des clients dans l'Union européenne. Mais vous avez aussi des plateformes suisses et je pense par exemple à Mon Pèlerin parce que c'est un exemple que je donne beaucoup. C'est une plateforme en fait qui ne nécessite pas à partir de 1000 francs suisses de faire un KYC.
KYC, je rappelle ce que c'est Know Your Customer. Donc c'est l'idée en fait d'avoir des informations sur la personne qui va utiliser la plateforme et acheter des crypto-actifs. Eh bien, mon pèlerin va se retrouver dans une situation où soit ils vont être compliant avec le DAC 8 et donc ils auront une obligation, peu importe le montant d'achat, de transmettre ces informations sur leurs utilisateurs de l'Union européenne, soit ils ne se mettront pas en compliance et dans ce cas-là, il y aura une restriction de leur activité sur l'Union européenne et leur capacité en fait à toucher le marché européen, tout simplement. Voilà, c'est assez précis, effectivement. Armelle nous a écrit, et je le remercie, c'est une femme. Je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le lot qui nous écrivent. Pourtant, c'est un sujet très intéressant et je sais que vous êtes nombreuses à vouloir comprendre comment ça fonctionne. Donc, merci Armelle d'avoir posé cette question. Que pensez-vous de la plateforme Neverless? Leur politique zéro frais et leur compte stratégie sont très intéressants, mais il semble qu'ils soient régulés uniquement en Lettonie et en Espagne. Thibaut, que pensez-vous de leur offre et de leur politique de réglementation? Bien sûr, donc très bonne question sur Neverless, qui est un petit peu la plateforme actuellement qui fait parler d'elle. Donc son positionnement marketing est très fort, c'est je ne propose zéro frais sur plus de 800 cryptos aujourd'hui, donc un catalogue qui est extrêmement large, quasiment autant qu'un exchange, hein, donc c'est vraiment très fort de leur part. Donc 0%, bien évidemment, c'est intéressant parce que quand on veut commencer en crypto, on va forcément benchmarker un petit peu les différentes structures et donc on va essayer d'aller au plus offrant en termes de frais. Donc quand c'est zéro, forcément c'est imbattable. Deuxième service qu'ils propose aujourd'hui, Neverless, c'est un produit de rendement à hauteur de 9%, qui est pareil très intéressant parce que 9% de rendement sur des euros, c'est assez rare aujourd'hui. Oui. Pour vous donner un ordre d'idée, le rendement moyen de l'indice S&P 500, donc qui est le plus tradé au monde, est à peu près de 10% par an, ce qui est déjà très important. Donc 9%, forcément, c'est intéressant, surtout sur des euros qu'on pourrait donc placer potentiellement, non pas sur un livret A à 2%, mais plutôt sur ce genre de profil. Troisième chose, ils ont une offre qui est très nouvelle aujourd'hui, c'est proposer de l'effet de levier. Donc c'est une plateforme qui va proposer de l'argent supplémentaire pour un certain dépôt. Donc par exemple, je mets 1 euro en dépôt chez eux et la société va pouvoir me proposer jusqu'à 4 euros en plus pour prendre davantage de Bitcoin, moyennant bien évidemment un risque, parce que quand on prend du levier, attention. La dernière fois, au moment de la chute du Bitcoin, il y a eu beaucoup de pertes à cause des effets de levier. Exactement. Faut faire attention à ça. Exactement, l'effet de levier extrêmement dangereux. Oui. Donc forcément, ça... Quand on voit ça, on reste prudent, surtout quand on est débutant. C'est plutôt un produit financier pour les professionnels. Donc le levier, on laisse de côté, ça ne nous intéresse pas. Au niveau du produit de rendement à 9%, j'ai creusé un petit peu le sujet. Il propose donc des stratégies d'arbitrage. Très simplement, c'est je trouve du Solana par exemple sur Binance à 160 et je le vois sur Kraken au même moment à 161. Je vais décider de l'acheter sur Binance pour le revendre directement sur Kraken. Alors bien évidemment, c'est des robots, c'est de l'algorithmique, donc ça va très vite, ce qu'on appelle de l'arbitrage. Et donc c'est comme ça que Neverless arrive à proposer ce taux de 9% qui est aujourd'hui intéressant. Bien évidemment, c'est des taux qui vont fluctuer sur l'année, c'est pas un taux fixe de 9% l'année. Et en plus de ça, vous avez quand même un risque de perte en capital. Donc le 9%, oui, intéressant, mais c'est pas sans risque, bien évidemment. Et de toute manière, aujourd'hui en finance, pas de rendement sans risque. Donc il faut être conscient de ce qu'on met. On peut effectivement perdre une partie. Oui. Une fois encore, il faut se connaître en tant qu'investisseur. Exactement, il faut se connaître en tant qu'investisseur. Oui. Et dernier point sur les frais à 0%. Très intéressant. Maintenant, pour apporter un petit peu de nuance, des plateformes à 0%, parfois, sur certaines plateformes, on a ce qu'on appelle du spread, qui sont des frais potentiellement un peu cachés qui peuvent s'ajouter à certaines transactions. Et donc, pareil, il faut regarder un petit peu dans le détail quand on passe vraiment un an de chez eux, le résultat qu'on obtient derrière. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Au niveau réglementation, aujourd'hui, ils sont PSAN en Espagne. Donc, c'est le statut qu'il faut aujourd'hui, en tout cas en novembre 2025, pour pouvoir proposer ce type de service. Par contre, on sait très bien qu'à partir de 2026, on passe sur MiCA, oui. Réglementation européenne, qui implique des règles beaucoup plus costauds que celles du PSAN. Donc on verra si en 2026, Neverless passe ce cap de l'agrément MiCA, qui est pour moi vraiment le gage de tranquillité et de qualité à partir de 2026 pour investir sereinement sur une plateforme. Mi-2026, hein, MiCA, je crois que c'est juin 2026, qu'on saura à peu près effectivement lesquels ont passé ce cap et ceux qui ne l'ont pas passé effectivement. Morgane, Olivier vous demande, que pensez-vous du projet VeChain et de son token VET, un vrai cas d'usage dans le monde de la supply chain utilisé par BMW par exemple. Pouvez-vous expliquer les cas d'emploi ? Tout à fait. Alors, VeChain, avec son token VET, ils sont apparus il y a presque 10 ans, en 2015, à Singapour. Et eux, ils ont une vision, en fait, de la blockchain qui est assez intéressante et leur promesse est plutôt belle. Leur but à eux, c'est de répondre aux vrais problèmes. Leur objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit dans un monde qui soit
meilleure et ils veulent faire en sorte que les entreprises et les individus qui ont envie en tout cas d'aider cette belle mission soient récompensés pour le faire. En fait, VeChain, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher de la transparence. Ils sont vraiment sur l'axe de la supply chain et de la traçabilité. En fait, pour eux, il y a beaucoup de belles promesses qui sont faites, mais c'est assez rare de pouvoir avoir une confiance totale envers une entreprise. Et donc, ce que VeChain a fait, c'est qu'ils ont créé leur propre blockchain et qui donne aujourd'hui les outils à des entreprises pour prouver qu'elles ont un impact, par exemple, positif pour la planète, qu'elles font en sorte d'être beaucoup plus écologiques. Donc, il y a vraiment cette notion de rendre le monde meilleur, mais surtout de pouvoir le prouver. Ils ont créé récemment, parce qu'ils sont dans l'innovation, une plateforme qui s'appelle VBetterDAO. Et donc, ce que c'est un réseau d'applications décentralisées qui vont permettre, par exemple, à un individu qui aime aider sa ville ou aider son pays et qui a envie, par exemple, de ramasser des déchets, eh bien, cette personne pourra non seulement le faire, mais être payée pour le faire. Donc, c'est un réseau d'applications qui, en fait, favorise les actes qui sont positifs pour la planète, pour le monde. Au niveau des entreprises, ils se focalisent quand même beaucoup sur les entreprises, mais aussi sur les particuliers. Alors, VeChain, ils ont cette capacité quand même de s'entourer de personnes intéressantes. Ils ont un prix Nobel dans leur board member. Ils ont aussi récemment accueilli le PDG de l'UFC, donc le sport de combat. Donc, ils arrivent à attirer à eux des personnes assez intéressantes pour avoir ce côté mainstream, puisque le but d'une blockchain et d'un projet, c'est toujours l'adoption. Donc, c'est ça qu'ils recherchent ici. Et puis, effectivement, ils ont fait des partenariats assez intéressants, puisque la transparence, la traçabilité, eh bien, ça peut s'appliquer à différents secteurs. Et ils ont eu notamment des partenariats avec Walmart. Donc, Walmart, c'était pour tout ce qui était moderniser le secteur alimentaire pour les retail, avec une traçabilité qui est un peu plus importante et une durabilité au niveau des aliments. Ils ont fait aussi un partenariat assez intéressant avec H&M pour leur marque COS, qui est une marque un peu plus haut de gamme que H&M et qui appartient bien à H&M. Et lorsque vous alliez chez COS, vous aviez des étiquettes sur les t-shirts, par exemple, sur des articles. Et en fait, en scannant les articles, vous aviez tout l'historique du vêtement. Comment, depuis son origine à la fabrication et à ce que ça arrive dans les mains de l'acheteur, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ça, c'était un partenariat qui était assez intéressant. Et puis avec BMW, qui a été cité par notre auditeur, effectivement, ils ont créé un passeport numérique immuable. C'est le gros avantage de la blockchain, évidemment, c'est qu'on ne peut plus changer ce qui est inscrit. Eh bien, ça permettait en fait d'avoir une bonne traçabilité au niveau des kilomètres, au niveau des réparations sur les véhicules, mais aussi de prouver l'authenticité finalement des véhicules automobiles et des pièces aussi. Donc ça, c'est intéressant de voir les partenariats qui ont été faits. Oui, Sandra? Est-ce que vous... Non, j'acquiesce, je vous écoute. Super. J'ai cru qu'il y avait peut-être une question. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir que les partenariats sont là. Par contre, et le gros souci de VeChain, c'est qu'en fait, ils ont une forme de centralisation. Leur mode de consensus n'a rien à voir avec un Bitcoin ou un Ethereum, c'est un proof of authority. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même un choix qui est fait au niveau des validateurs. Et donc, c'est une forme de centralisation et c'est une critique qu'on peut vraiment faire à VeChain. Surtout que VeChain, il dépend d'une adoption sur deux dimensions. Non seulement les entreprises, alors qu'en fait, les entreprises, elles ont déjà d'autres choix que VeChain. VeChain, c'est sur la blockchain, mais il y a une forme de centralisation. Et il a un concurrent juste en face qui s'appelle Track, qui est européen, et lui n'a aucune forme de centralisation. Il est décentralisé à 100%. Et puis les entreprises, elles ont d'autres choix, comme par exemple, alors là, on va plutôt être sur du privé, mais IBM Blockchain, qui est utilisé par Walmart, par Nestlé, ou encore Aurora Blockchain Group, qui a été créé par LVMH, Prada, Cartier. Et donc là, c'est pour la traçabilité au niveau des objets de luxe. Donc en fait, les entreprises aujourd'hui, pour qu'elles choisissent VeChain, c'est un petit peu compliqué, parce que son positionnement est compliqué et qu'il y a d'autres concurrents qui ont d'autres avantages que lui. Au niveau du token, le VET, effectivement, à son ATH en 2021, il était aux alentours des 25 centimes. Et en fait, depuis, il a été divisé pratiquement par 20. Alors, il faut quand même se rendre compte qu'on est quand même dans une conjoncture au niveau des altcoins qui est un petit peu plus compliquée, puisqu'on voit bien que pour l'instant, alors oui, Ethereum a été chercher un nouvel ATH, mais il faudrait quand même qu'il aille chercher un plus grand ATH pour avoir peut-être une dynamique un peu plus favorable sur les altcoins. Et peut-être que le VET, à ce moment-là, pourra être favorisé. Mais effectivement, il y a beaucoup de peut-être. Et pour l'instant, le token, il y a une différence entre le fait que la blockchain et que le projet soit
réactif et créer des partenariats et soit quand même dans une forme de globalisation, et le fait que le token se porte bien. C'est deux choses différentes. Mais c'est vrai que pour l'instant, le token est plutôt un petit peu à la baisse. Il faudra voir dans une optique plutôt positive d'une all season, est-ce que le VET va pouvoir être favorisé ou pas à ce moment-là. Mais c'est vrai que le gros problème pour moi de VeChain, c'est son positionnement et le fait qu'il y a des concurrents qui ont des avantages que le projet n'a pas. Une question pour tous les deux de la part de Laurent. Le Bitcoin remplit-il son rôle de valeur refuge en 2025? Thibaut, commencez. Alors, premièrement, valeur refuge, c'est important de redéfinir un petit peu ce que c'est. Une valeur refuge, c'est un actif financier qu'on va vouloir acheter dans une période d'incertitude, dans une période de crise financière. Donc, c'est quelque chose qui est normalement décorrélé de la bourse américaine, parce que quand on est dans une crise financière, le premier actif qui chute, c'est l'actif à risque, et donc c'est bien sûr les actions. Donc, on veut quelque chose qui est décorrélé de ça. Aujourd'hui, dans la finance, les deux valeurs refuges par excellence, c'est l'or et le dollar. C'est pour ça que quand on est dans des crises financières, le dollar s'apprécie principalement par rapport aux autres devises, parce que justement on se réfugie sur le dollar, parce que c'est le cash et donc ça ne bouge pas, et donc c'est ce qui permet de se défendre. Et bien évidemment on va aussi vouloir de l'or, qui est la valeur refuge par excellence depuis des décennies maintenant. Donc maintenant on se pose la question au niveau du Bitcoin, est-ce que le Bitcoin est-il corrélé plutôt au dollar et à l'or, ou plutôt aux actifs à risque? Bon, sur 2025 en tout cas, on le voit, malheureusement, plutôt corrélé aux indices américains. On l'a vu plusieurs fois. Le mois d'avril, quand Donald Trump annonce les tarifs douaniers, le S&P baisse de 20%, Bitcoin moins 30%. Encore récemment, au mois d'octobre, on a donc Donald Trump qui refait encore parler de lui avec la Chine. Ce coup-là, le S&P chute brutalement, la crypto aussi, le Bitcoin aussi. Donc en tout cas, pour l'instant, en 2025, on a plutôt le sentiment qu'on est sur un actif à risque plutôt corrélé aux indices américains, beaucoup plus qu'une valeur refuge. Et ce qui est même intéressant à observer, c'est que le Bitcoin est inversement corrélé au dollar. Donc quand le dollar s'apprécie, on a plutôt un Bitcoin qui va lui baisser. Et inversement, quand le dollar diminue, le Bitcoin s'apprécie. Donc on est même dans quelque chose d'inverse par rapport à la notion de valeur refuge qui est de base. Maintenant, les valeurs intrinsèques de Bitcoin et de sa technologie, donc le fait qu'il n'y en ait que 21 millions et que sur du long terme, la rarification continue à augmenter, fait que, oui, effectivement, sur du plus long terme, on pourrait avoir Bitcoin qui deviendrait une valeur refuge, comme l'or, par exemple, et qui deviendrait un actif plutôt défensif pour justement pallier à ces phases de crise financière où on est dans l'incertitude et donc on souhaite sortir des actions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, dans la promesse de valeur de Bitcoin sur un horizon de temps plus ou moins long, on pourrait effectivement avoir cette transformation qui fait que Bitcoin deviendrait à ce moment-là une valeur refuge. Morgane, est-ce que vous voulez compléter ? Oui, complètement. Alors, je suis 100% d'accord avec ce que Thibaut vient de dire. Je vais juste compléter au niveau des valeurs refuges. On peut aussi citer, par exemple, le franc suisse, qui est aussi vu souvent comme une valeur refuge pour plein de raisons différentes. Au niveau de Bitcoin, les indices qui pourraient faire penser que ce n'est pas une valeur refuge, c'est évidemment sa volatilité, même si je tiens quand même à préciser qu'il est de moins en moins volatile avec le temps. Le point positif, c'est aussi sa rareté. Le fait qu'il n'y ait que 21 millions de bitcoins, et donc sur le long terme, il y a quand même une notion aussi de valeur refuge qui peut être liée à sa rareté qui a été programmée dès le départ. Ensuite, quand on parle de valeur refuge, on peut aussi parler de certains moments difficiles dans lesquels se réfugier sur Bitcoin, eh bien, c'est une bonne idée. Et là, je voulais parler du cas de Chypre en 2012-2013. Je tiens à rappeler qu'il y a eu la grosse crise des subprimes aux États-Unis en 2008. Ça a impacté forcément aussi d'autres pays. On a vu que ça a impacté le monde, mais notamment la Grèce. Et en fait, parce que la Grèce s'est retrouvée dans une situation très compliquée, Chypre, qui dépendait énormément des obligations, les banques en fait de Chypre avaient acheté énormément d'obligations de dette grecque, se sont retrouvées dans une situation extrêmement compliquée, puisqu'en fait la Grèce n'a plus su rembourser tout simplement ses dettes, et ils se sont retrouvés à devoir liquider 50% des avoirs qu'ils avaient en obligation de la dette grecque. Et qu'est-ce que ça a fait? Une répercussion sur la population. Donc toutes les personnes qui avaient un compte dans des banques à Chypre ont dû, alors c'était au-dessus des 100 000 $ quand même, des 100 000 euros, mais quand même 50% en fait de leur avoir ont disparu, puisqu'ils ont utilisé l'argent déposé par les personnes dans les banques pour renflouer cette dette. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que les banques, elles ont fermé pendant 12 jours. Et en fait, il n'y avait plus de possibilité de retirer son argent, et un contrôle immense par la suite, même quand ça a réouvert pendant plusieurs années. Donc en fait, ce que ça montre, c'est que dans ces situations-là de crise bancaire ou au niveau de la dette, peu importe, le fait que les particuliers n'aient plus accès en fait à leur argent et que les banques ferment du jour au lendemain, dans ce cas-là,
Bitcoin, c'est quand même une solution. Que ce soit pour transférer de l'argent, que ce soit pour conserver son argent. Et c'est là que le côté valeur refuge, dans des situations de crise comme ça, eh bien, ça prend tout son sens. On pourrait aussi parler de l'hyperinflation en Argentine ou encore au Liban depuis 2019. Donc, dans ces cas-là, je trouve que Bitcoin est une valeur refuge. Merci beaucoup, Morgane. Vous vouliez rajouter un tout petit mot, Thibaut? Juste pour compléter, effectivement, Bitcoin est né en 2008 après l'énorme crise financière des subprimes. Depuis 2008, on n'a pas eu de crise mondiale qui a été aussi forte que les subprimes. Alors on a eu le Covid, mais ça a été un événement quand même assez spécifique. Donc fort à parier. On verra d'ailleurs la réaction de Bitcoin dans cette prochaine grande crise financière qu'on vivra un jour ou l'autre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on verra est-ce que Bitcoin remplit sa valeur refuge ou non. Et donc ce sera très intéressant à suivre dans les prochaines années. Et on suit ces événements évidemment sur tout ce qui se passe dans cette sphère économique. Merci à tous les deux, Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360, et Thibaut Desachi, responsable de la gestion privée chez Coinhouse, d'avoir été aujourd'hui dans le club BFM Crypto. Un événement qu'il faut absolument mettre dans votre agenda, l'événement Tout pour investir. Ce sera jeudi prochain au pavillon d'Armenonville à Paris. Nos programmes évidemment sont dédiés à cela tout l'après-midi de jeudi de 13h à 18h. Il y aura tout le monde, il y aura Guillaume Sommerer, il y aura Antoine Larigauderie, et dans cette émission Crypto, je recevrai Éric Larchevêque pour une longue interview d'une demi-heure. Il nous parlera de crypto, du paysage économique et politique également. Ce sera absolument passionnant. Tout pour investir, vous pouvez toujours vous inscrire à l'événement. Venez nous voir nombreux le 20 novembre. Vous pouvez vous inscrire très vite. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.